Et je vais couper ma caméra. Hop. Voilà, donc c'est bon, on enregistre. Donc c'est l'image. Je vous laisse la parole dans le cadre de ces événements Wogitech pour Vivatech sur la place des femmes dans la technologie. Donc, the floor is yours. Merci beaucoup. Je suis tout d'abord ravie d'être là. Et c'est des sujets qui nous passionnent au sein de la Fondation et qu'on traite au quotidien. Donc, je suis ravie de pouvoir partager avec vous. J'attends que la présentation se charge. J'ai quelques slides. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon? Oui, c'est nickel. C'est bon. Parfait. Donc, l'idée aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un atelier sur les biens conscients, évidemment avec un focus femmes. Mais avant de parler des biens conscients, ce qui me semblait important de défraîchir un peu avant ou de regarder avant, c'est un, pourquoi c'est un sujet. Déjà, pourquoi on en parle quand on parle des femmes en sciences. Et deux, une deuxième partie sur quel est l'impact de ces biais, que ce soit sur les femmes ou sur les sciences de manière générale. Tout au long de la présentation, si vous avez des questions, je vois qu'on n'est pas hyper nombreux, donc normalement, ça pourrait être géré comme ça. Donc, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à poser des questions. On aura aussi des temps d'échange, si vous voulez. Je pourrais faire un stop au milieu de la présentation, une fois qu'on aura fait les biens conscients, avant de passer à l'impact. Voilà, donc vous n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on commence d'abord par un état des lieux. Après, on va faire un tour des obstacles qui existent, dont les biais. L'idée, c'est de voir aussi ce que ces biais, c'est bien de définir ce que sont les biais, mais de voir les conséquences. Et aussi, on va essayer de finir par des opportunités et via nos actions, que je ne vais pas vraiment pas détailler parce que c'est vraiment une seule slide, mais je pense qu'il y a quand même des best practices que nous, on a pioché à droite et à gauche et sur lesquelles on a une expérience que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Certainement des choses que vous connaissez déjà. Donc, déjà, la première chose, c'est quand on s'intéresse aux femmes en sciences, notre conviction, et j'espère qu'elle est largement partagée, en tout cas, il va falloir qu'on fasse plus d'infos si ce n'est pas le cas, mais c'est que le monde a besoin de science, parce que c'est présent au quotidien, c'est présent encore plus peut-être, et la pandémie récente, là, on s'en a encore plus rendu compte. Le monde a besoin de science, et la science a besoin de femmes. C'est-à-dire que, je vais le montrer un peu plus loin, mais que l'impact de la présence ou de la non-présence de femmes a un impact aussi sur les sciences. Donc, aujourd'hui, quand on parle de sciences, on parle de quoi? On parle de femmes en sciences notamment. Il faut savoir que les femmes, elles représentent seulement un tiers des chercheurs dans le monde. C'est un chiffre qui est en plus plutôt stable, qui a évolué très lentement. Et en même temps, des fois, j'ai un peu peur de parler d'évolution parce que si on s'intéresse aux chiffres de femmes ingénieures en France, par exemple, on a eu une évolution pendant de nombreuses années, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Et après, ça a un peu reculé. Donc, en fait, on est tout le temps autour de 27, 28, 29%, et on a régressé à nouveau à 27%. Ce qui s'explique par plein de raisons, mais en tout cas, ce qui montre la nécessité de poursuivre cet engagement. Parfois, on nous demande quel est l'impact concret d'avoir toutes ces actions vis-à-vis des femmes dans le monde des sciences. Ce n'est pas si simple que ça à démontrer, même si on est persuadé que ça avance et il y aura quand même des éléments de réponse dans cette présentation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le système, il s'auto-reproduit très facilement. Donc, si on ne fait rien, ça va être pire. Voilà. Et on en parlera un peu plus tard aussi, notamment sur plus les sciences deviennent une opportunité, plus les hommes intègrent le milieu et plus la part de femmes réduit, parce que même si le nombre reste stable, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si on s'intéresse à ce chiffre de femmes chercheuses dans le monde, je vous ai mis une slide juste pour vous montrer qu'il y avait effectivement, quand on en parle, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a de nombreuses disparités en fonction des régions dont on parle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu d'endroits, malheureusement, où on atteint la parité. Et si je vous montre un zoom, par exemple, sur l'Europe, on est toujours autour de 33-34%. Ce que je trouve intéressant, et là, ça va commencer à introduire des notions qu'on va voir plus tard, mais que cette slide, vous me direz, hein, peut-être que vous n'avez pas la même perception que moi, mais parce que c'est très personnel et je vais expliquer pourquoi. Mais moi, par exemple, quand je vois cette slide, ça remet en cause quelques stéréotypes que j'ai sur les pays. C'est-à-dire que les UK et que l'Espagne
et des chiffres comparables, qu'on ait la Finlande, la Suède, la Norvège qui ne soient pas sur des pourcentages comparables. Vous voyez, on est plus ou moins féminisé. En fait, moi, ça me fait réfléchir et j'en profite ici pour introduire la notion de stéréotype, qui est une catégorisation. On a l'impression que les pays du Nord sont vachement plus avancés que les pays du Sud. Et là, on voit avec cette slide que ce n'est pas complètement vrai. Voilà. Et on reparlera après des stéréotypes. Ce qui est important et ce qui est amusant, quand on regarde de plus près ce qui se passe, c'est que, et après ça peut correspondre aussi à un ressenti personnel, en tout cas moi c'est quelque chose que j'avais vu dans mes études et peut-être que vous le partagez, soit vous dans vos études, soit globalement quand on va dans des lycées ou quand on côtoie des jeunes, c'est qu'en fait jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, la part de filles et de garçons dans les matières scientifiques, elle est à peu près comparable dans les filières scientifiques. Elle est même en faveur des femmes. C'est après le bac qu'il se passe quelque chose et les femmes, elles disparaissent. Alors, je l'ai mis en anglais, mais jamais parce que souvent on dit qu'il y a un drop-out, c'est-à-dire qu'elles abandonnent les sciences, qu'elles quittent les sciences. Et moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui parce que je me la pose régulièrement. C'est je me dis, est-ce qu'elles abandonnent ou est-ce qu'on les pousse vers la sortie, ce qui n'est pas complètement le même mécanisme. Et ça va nous permettre aussi de voir comment un certain nombre de biais et d'environnements sont peu favorables à la présence de femmes. Et on va aussi le voir, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments implicites peut-être qui expliquent qu'à un moment, les femmes, elles vont au bout de quelque chose et elles en sortent. Peut-être pas parce que c'est une décision, parce qu'elles estiment qu'elles n'aiment plus les sciences, ou, voilà, mais peut-être parce que c'est un environnement qui ne correspond plus. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question du pourquoi. Il y a une autre thématique que je voulais aborder aussi en introduction un peu de toute cette discussion sur les biais inconscients. C'est l'environnement inclusif ou pas. On en a parlé là. Et là, quand on fait un focus un peu sur la carrière, on voit qu'en fait, les obstacles que rencontrent les femmes, et donc le plafond de verre, il est archi présent, puisque les femmes, en fait, plus on avance dans une carrière scientifique, donc de manière, alors là, je parle vraiment, je préfère le dire, mais vraiment de carrière linéaire, le stéréotype un peu de la carrière pour le coup, l'image précise qu'on a d'une carrière qui est très linéaire, on commence petit, on grandit, on gravit les échelons. Là, on voit que les femmes passent à côté, ce qui questionne à deux niveaux. Le premier niveau, j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut re-questionner cette vision très linéaire d'un parcours académique ou professionnel. Et on peut se demander où est-ce que, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes qui veulent avoir des parcours un peu différents, choisir des parcours qui ne sont pas comme ça linéaires. Et déjà là, ça questionne sur comment on fait de la place à ces personnes-là. Et la deuxième, c'est sur les obstacles que rencontrent tout au long de leur carrière les femmes. Et alors, ensuite, si on s'intéresse, si on fait un zoom que j'ai fait là sur le côté, sur le dépôt de brevet, alors là, moi, je trouve ça toujours assez effarant parce que vous vous rappelez, au début de la présentation, je vous ai dit que les femmes représentaient 30% des chercheurs en France, à peu près pareil quand on s'intéresse aux ingénieurs. Et en revanche, si on s'intéresse au dépôt de brevet, on est à 2,5%. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire elles sont sous-représentées, mais globalement, tout au long de la carrière, elles sont à 30%. Donc, on retrouve, j'en sais rien, tout en haut des universités, dans les institutions, 30% de femmes, parce qu'elles sont là. Il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent à un moment, parce qu'elles ont déjà passé pas mal de barrières. Mais même celles qui ont passé toutes ces barrières-là, on est à 2,5. On n'est pas à 16%, on n'est pas à 10%, on est à 2,5. Or, les brevets, c'est quand même ce qu'on dépose quand on a une innovation qu'on veut conserver. Et là, ça questionne aussi beaucoup sur beaucoup de choses, sur la place des femmes, sur pourquoi elles déposent pas de brevets, ou pourquoi elles ne sont pas visibles quand elles en déposent. Et ça questionne beaucoup de choses, donc notamment pas mal de biais inconscients. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a parlé de cet état des lieux, qu'on voit qu'il y a peu de femmes et qu'en plus, quand elles sont peu, elles ne sont pas présentes partout. Quand on voit qu'elles sont présentes avant jusqu'au bac, mais qu'après elles disparaissent, il y a forcément des choses qui existent et qui expliquent en tout cas ces éléments-là. Si je reprends un peu de manière chronologique, je vais m'intéresser là maintenant au choix d'orientation. Et ce qu'on peut se dire, c'est pour ça que je parlais juste avant du lycée, mais si on s'intéresse, un choix d'orientation, c'est en fait un processus de decision making, de prise de décision. Et en fait, ce processus, ce n'est pas un processus qui est linéaire. Ce n'est pas un processus simple, c'est un processus qui est complexe. Et il fait intervenir plusieurs choix.
plusieurs éléments, pardon. Et dans ces éléments-là, on a la confiance en soi et son auto-évaluation, sa capacité à s'auto-évaluer, à se dire bon ou mauvais sur certaines compétences, la connaissance des options disponibles, le goût pour les sciences, les goûts personnels, pardon, donc pour les sciences, là, et le niveau académique. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, concrètement, il n'y a pas vraiment de raison pour que les filles en terminale, elles aient moins confiance en elles connaissent moins les options disponibles que les garçons, parce qu'a priori, elles ont suivi le même parcours, elles sont aussi performantes, donc elles devraient tout autant connaître les options. Le goût, pareil, il n'y a pas de raison spécifique pour qu'elles aient moins de goût. Donc vraiment, vu qu'on se base sur ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière, il y a tout un tas de petites choses qui se passent, qui sont inconscientes, qui sont implicites et qui ont un impact fort. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas une seule cause qui explique la fuite ou l'absence de femmes dans les domaines STEM. Il y a une multitude d'obstacles que là, j'ai mis 2 grandes catégories, mais on pourrait en faire... Enfin, c'est très arbitraire, donc on pourrait le classer autrement, mais c'était juste pour étayer un peu le propos. On a à la fois les stéréotypes de genre, avec une image très spécifique du scientifique. On a des stéréotypes sur les sciences et sur le scientifique, qu'on imagine homme, ingénieur, un peu solitaire, les cheveux... un peu la figure Einstein comme on peut l'imaginer, comme on l'a vu dans des vidéos, dans des films, dans des BD. Et il y a un décalage entre la perception qu'on a des femmes et leur adéquation, leur capacité à matcher sur ces compétences-là. Donc là, on a de vrais stéréotypes. Et après, il y a un deuxième élément qui est important aussi, un deuxième set d'éléments, on va dire, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on donne l'impression il y a ce sentiment diffus, je parle beaucoup de honte, de sentiment diffus, etc. Mais c'est tout l'enjeu des biens inconscients. Il y a un sentiment d'appartenance et les filles, elles sont bombardées de messages qui leur signalent qu'elles n'ont pas vraiment leur place dans ce milieu, que c'est un milieu compétitif. Je vais vous donner un exemple juste après pour vous montrer, mais que c'est un milieu très compétitif, que les études sont très difficiles, qu'après, il faut beaucoup voyager, etc. Et donc, c'est beaucoup d'éléments qu'on ne met pas en avant spécialement pour les garçons, mais qui font que les femmes ne se sentent pas forcément ni à l'aise, ni bienvenues dans ce milieu. Voilà. Je vais vous donner un exemple qu'on m'a cité il n'y a pas très longtemps. Une des alumnies du programme For Women in Science nous disait qu'elle avait fait un lycée, je ne sais plus, dans le nord de la France, et ça se passait plutôt bien. Et en terminale, elle voulait aller elle s'est dit pourquoi pas continuer et faire une prépa. Et on lui a dit non, mais vraiment, prépa, il faut que tu laisses tomber, c'est trop compétitif, c'est un monde très difficile, tu vas vraiment pas aimer. Et donc, elle, aujourd'hui, ce qu'elle dit, son retour d'expérience, c'est que, elle a adoré la prépa, qu'elle a eu sa super copine qui est devenue sa meilleure amie et elle a adoré ça. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, elle a tellement bien réussi qu'elle a eu Polytechnique après sa prépa. Et donc, alors tout le monde n'a pas vocation à faire Polytechnique, mais c'est vrai que ça questionne beaucoup sur le fait qu'on essaye de décourager une jeune femme d'aller en prépa, qui a priori devait avoir toutes les compétences académiques pour le faire. Elle avait aussi le mental pour s'opposer à ce qu'on lui avait dit, et elle a quand même été au-delà et elle a été en prépa. Et en même temps, ça pose vraiment la question de toutes les autres femmes, en fait, toutes les autres jeunes filles qui on n'a pas toute vocation à faire Polytechnique, à faire de grosses prépas, mais qui ont juste envie de faire, qui ont envie de faire un DUT, qui ont envie d'aller en sciences, et à qui on explique souvent par excès de bienveillance que c'est pas un monde pour elles. Voilà. Et ces biens conscients, ils peuvent être présents un peu partout, chez tout le monde. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un professeur qui avait certainement des biais et qui a voulu protéger la jeune fille, mais ces choses-là, sur le choix d'orientation, elles interviennent à plein de niveaux. Donc, on en a chez les parents, chez les pères. Concrètement, en fait, quand on fait un choix d'orientation, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait... il y a 2 options. Quand on prend une décision, il y a l'approche très rationnelle où il faudrait qu'on évalue, qu'on identifie toutes les options disponibles, que pour chaque option, on évalue la probabilité que l'option se réalise positivement pour soi, et qu'après, on prenne une décision rationnelle. Dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander conseil à son entourage, on va chercher de l'information, on écoute ce que nos amis disent, etc.
malheureusement, dans tout ça, il y a pas mal de biais. Parfois parce qu'on veut protéger, qu'on a une image très négative du milieu et qu'on veut protéger. Parfois parce qu'on pense, et je ne sais pas si je vais vous choquer en disant ça, mais parfois parce qu'on pense sincèrement que les filles ne sont pas faites pour ce domaine-là. Voilà, donc il y a plein de raisons qui sont des fois de très bonne volonté, parfois un peu moins bonnes, mais en tout cas, il y a de vraies choses. Et c'est vrai que vous allez voir, ça a des impacts assez forts. Donc, depuis tout à l'heure, je parle pas mal d'une notion qui sont les stéréotypes. Et donc, je vais en profiter là juste pour définir ce qu'est un stéréotype. Et après, je vais lancer une petite vidéo si ça fonctionne. Mais les stéréotypes, c'est quoi? Le stéréotype, c'est une croyance qui est largement partagée. Et ça concerne soit les caractéristiques d'une personne, soit les caractéristiques d'un groupe. Et alors, ce que je veux dire tout de suite, avant d'aller plus en longueur, les stéréotypes, en réalité, c'est un fonctionnement normal du cerveau et qui est même utile et important. Je vais vous donner un exemple très pratique. Si vous devez, j'en sais rien, prendre le métro avec une sacoche où il y a 1 million d'euros, vous allez choisir en fonction de vos stéréotypes où vous allez vous asseoir dans le métro, quel métro vous allez prendre, etc., pour vous rassurer simplement. Et heureusement qu'on a ça parfois pour se simplifier la vie, parce que sinon la vie, elle serait très compliquée. Donc bon, pour s'asseoir dans le métro, ça n'a pas beaucoup d'impact, même si c'est absolument pas rationnel. C'est-à-dire que décider de s'asseoir à côté d'une vieille dame parce qu'a priori elle a l'air inoffensive versus, j'en sais rien, un homme qui paraît plus impressionnant, en réalité, c'est absolument pas rationnel. Parce que peut-être que c'est une grande délinquante et ça arrive parfois. Et le monsieur est peut-être, j'en sais rien, un policier, un juge, quelqu'un qui au contraire pourrait vous protéger. Donc c'est pas rationnel, mais en même temps, ça permet au quotidien de vivre mieux. Le problème des stéréotypes, c'est leur impact. Et j'ai mis tout de suite une vidéo là. J'espère que je vais pouvoir la passer. N'hésitez pas à me dire si ça passe pas, mais parce qu'en fait, récemment, on m'a encore posé la question. Et ce que je disais juste avant sur parfois on dit juste qu'on essaye de protéger les jeunes filles en leur disant ne va pas vers les sciences. Et parfois, on a aussi des croyances qui sont très ancrées. Par exemple, le fait qu'on a encore des femmes aujourd'hui. Donc, je spoil encore en disant encore, mais il y a encore des femmes aujourd'hui qui me disent, mais moi, je comprends rien aux sciences et je n'ai jamais rien compris. Et j'ai encouragé ma fille à ne pas faire de maths parce qu'en fait, ça ne rentrait pas. Pour moi, c'était une langue étrangère. Et qui se pose vraiment la question, qui n'a pas vu ces difficultés chez d'autres personnes et qui se dit, mais peut-être qu'il y a un vrai problème ou je ne vais pas dire une déficience, mais peut-être un manque intellectuel, un manque cognitif qui fait que les femmes ont moins de facilité avec les sciences. Et donc là, j'ai remis une vidéo qu'on utilisait qu'on utilisait quand on faisait des interventions en classe avec la Fondation L'Oréal. Il y a quelques chiffres, vous verrez, je vous ai donné les updates puisqu'on n'est plus à 27 mais à 30% de femmes. Mais je trouvais que la vidéo était intéressante et si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas.
ce qui est intéressant avec cette vidéo, donc ce que je vous disais, on l'a passé dans les établissements. Donc, vous voyez, ça déconstruit pas mal et je vais revenir en détail, notamment sur la menace des stéréotypes. Ça déconstruit pas mal de stéréotypes et de croyances qu'on peut avoir. Donc, la première, c'est non, il n'y a pas d'aptitude particulière. La science dit bien que les cerveaux sont identiques et que donc, on fonctionne de la même façon et qu'on peut toujours apprendre. Donc, il n'y a pas de raison biologique qui explique l'absence de femmes en sciences ou leur moins bonne, leur potentiel ou, comment on dit, éventuelle moins bonne performance en sciences. Et en même temps, ce que je tiens à dire aussi avec les stéréotypes, on va rentrer plus en détail, mais on a beaucoup travaillé sur les stéréotypes, on a beaucoup travaillé dans les établissements pour sensibiliser les jeunes, et en même temps, c'est pas ce qui fonctionne. Donc, il faut vraiment être conscient aussi que quand on parle des stéréotypes, ça a un effet pervers, c'est que ça renforce parfois les stéréotypes. Donc, cette méthodologie, en l'occurrence, elle a bien fonctionné, ça a levé les stéréotypes. En revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, choisir une carrière, choisir une orientation, c'est encore un système un peu plus complexe. Et voilà, je pense qu'il faut continuer à parler très largement des stéréotypes et il faut aussi avoir des actions très ciblées, très précises, comme on peut avoir dans beaucoup de structures qui existent, vraiment des actions très positives pour aller chercher les femmes et les accompagner. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite aparté, mais donc si on continue sur le prochain slide, je vais reprendre quelque chose qui a été détaillé, mais qui est hyper important. Parce que là, on va le prendre dans un environnement, ça a été défini dans un environnement un peu scolaire, mais c'est la même chose quand on est en emploi, quand on embauche des femmes et des hommes. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces croyances erronées, et ils ont mené des expériences pour savoir quel était l'impact de ces croyances erronées sur la personne qui s'en savait victime. Et donc, ils se sont dit, donc, comme ça a été expliqué dans la vidéo, ils ont fait 2 groupes de personnes. Un à qui on a dit, on va vous donner un exercice, un test, où il y a vraiment des différences entre femmes et hommes. Et je ne spoil pas le résultat parce que je l'ai mis après. Et un deuxième groupe où on a dit, dans ce test, il n'y a pas de différence homme-femme. Le simple fait de dire ça, en ne changeant rien dans des groupes comparables, absolument comparables, dans les mêmes circonstances, etc., ça a un impact sur les résultats. C'est-à-dire que dans le groupe 1, il y a eu effectivement des résultats inférieurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on a briefé avant, on le dit, on le donne l'exercice, l'élève fait l'exercice, ou les femmes font l'exercice et les hommes d'ailleurs. Les personnes présentes font le test. Et là, on a un vrai effet négatif sur la performance des femmes. Quand on dit que c'est équivalent, il se trouve que c'est équivalent. Et pourquoi je le souligne et que j'ai voulu revenir et faire un zoom là-dessus, c'est parce que c'est très important, y compris au travail. On parle beaucoup de l'éducation quand on parle de ces stéréotypes-là, mais au travail, c'est pareil. Quand on a un groupe et qu'on estime qu'on a cette croyance qui est diffusée dans un environnement malheureusement souvent très masculin, donc je vais cibler cela, où on estime que les femmes sont moins bonnes pour négocier, sont moins bonnes pour les sciences, sont moins bonnes pour plein de choses dans les sciences notamment, et ben en fait, ça a un impact. Juste le fait de croire ça et de le verbaliser ou de le laisser entendre, ça a un impact. Donc, c'est très important de réussir à avoir des politiques positives et inclusives. Et ça a vraiment un effet important, parce qu'on le voit dans les établissements qui font cet effort-là. Ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, j'ai fait juste une dernière slide. C'est si on devait résumer ce que sont ces stéréotypes, on pourrait dire que les stéréotypes, c'est quoi? À la base, c'est une simplification de la réalité. Bon, ce n'est pas un problème en soi, ça permet juste à notre cerveau de fonctionner en mode un peu économique et de ne pas avoir à tout évaluer tout le temps. 2, par cette simplification de la réalité, cette simplification de la réalité génère forcément parfois des erreurs de catégorisation. Alors, si ce n'est pas grave pour aller acheter son pain, pour choisir sa boulangerie, son restaurant, que ce n'est pas dramatique, il faut quand même faire très attention quand on est dans le monde professionnel ou les modes de l'éducation, parce que là, on peut arriver à la conséquence numéro 3, qui est de la stigmatisation. Donc, on va stigmatiser des individus, des personnes en raison de leur genre ou autre. Ce que je dis là sur les stéréotypes, je prends l'angle femme, mais
mais c'est absolument généralisable à plein d'autres catégories. Et au-delà de la stigmatisation, parfois, ça peut même induire une discrimination parce qu'en fait, on va se dire, ces personnes-là sont moins performantes, donc je ne vais pas regarder les CV et automatiquement, je vais prendre plutôt ceux des hommes. Donc, c'est vraiment très important d'en prendre conscience et de trouver des solutions. J'aime bien citer, parce que je sais que les questions des stéréotypes plaît beaucoup souvent. Si vous voulez tester vos stéréotypes, parce ça n'existe pas, on ne peut pas ne pas avoir de stéréotypes. Il y a un test d'association implicite qui est mis en ligne par l'université de Harvard et vous pouvez absolument, sur n'importe quel critère, tester vos stéréotypes. Je préviens juste en amont que, comme c'est quelque chose qui est fait aux États-Unis, il y a tout un questionnaire sur les opinions politiques, sur la religion, je crois, etc. Vous n'êtes absolument pas obligé d'y répondre, vous pouvez sauter et aller à la page d'après. Mais vous verrez et vous serez surpris que même quand on essaye de ne pas avoir des stéréotypes sur un genre, par exemple, bah souvent on a un stéréotype dans le sens où on favorise un peu trop l'autre. Donc, c'est vraiment un processus complexe. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait qu'une présentation sur ça et que je vous propose, maintenant qu'on a vu, l'état des lieux, que les femmes étaient peu présentes, deux, qu'on a essayé de l'expliquer, qu'on a essayé de creuser un peu les stéréotypes, les biais inconscients qui existent, comment ils interviennent chez l'individu, l'entourage, etc. Ce que je vous propose, c'est de voir, et peut-être que c'est encore plus parlant, les conséquences en fait de ces biais et cette absence de femmes. Les conséquences et aussi les opportunités, parce que j'essaie de finir avec une note un peu positive, vous allez voir. Les premières conséquences, c'est assez, je ne sais pas si c'est évident, j'ai envie de dire que c'est évident, mais peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà, l'innovation et la créativité, quand on n'a qu'un groupe de personnes un peu identiques, formées de la même façon, on peut imaginer que la performance, elle n'est pas extraordinaire. Voilà, donc elle est bonne, évidemment, elle peut être très bonne. Souvent, c'est des groupes qui arrivent à travailler très bien quand ils sont très homogènes, très bien dès le début, parce qu'ils se connaissent, ils connaissent les codes, ils savent comment travailler. Quand on a un groupe un peu plus hétérogène, ça prend un peu plus de temps à se comprendre, à trouver des codes pour fonctionner concrètement. Tout ce que je veux dire est évidemment basé sur des études scientifiques. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que les études scientifiques prouvent qu'une fois qu'un groupe hétérogène réussit à trouver, au-delà d'un certain temps, je crois que c'est quelques semaines sur un long projet, par exemple, une fois qu'on passe ce cap, la performance et l'innovation de ce groupe, elle est bien meilleure que des groupes qui sont homogènes. Et ça, après, on le voit assez vite. Si on a, j'en sais rien, 5 mathématiciens formés dans la même université et qu'au milieu, on met, je ne sais pas, un philosophe, peut-être que ça permet de résoudre ou de proposer des solutions un peu différentes, de réfléchir, de se challenger différemment. La deuxième conséquence de cette sous-représentation des femmes et de tous ces biais-là, c'est la difficulté de recruter et de retenir les talents. Alors là, ça se voit assez vite parce qu'en fait, concrètement, on a un monde de la tech et des sciences qui se prive dans la moitié du pool de talents. On se prive de la moitié de l'humanité. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quand on cherche toujours des talents, des personnes hyper compétentes, etc., c'est quand même dommage qu'on n'aille pas piocher un peu là-dedans. Donc il y a un vrai intérêt d'aller chercher des femmes pour en avoir plus en tech et plus en sciences. Et la dernière, et je vais un peu plus détailler aussi dans les prochains slides, c'est les biais dans la recherche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, c'est une question sociétale qui est importante pour la société. Mais si vous vous souvenez, tout en début de présentation, je vous disais qu'à la Fondation, on est convaincu aussi que c'est important pour les sciences d'avoir plus de femmes parce que ça améliore la qualité de la recherche. Voilà. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas également. Mais voilà, le premier exemple, c'est les biais qui existent dans la conception de la recherche. Et là, je vous ai mis, alors je spoil un peu avec la photo, mais les premiers, c'est dans le milieu de la médicale. Il faut savoir que pendant des décennies, les médecins, ils ont procédé à 2 fois moins d'examens de maladies cardiovasculaires sur les femmes que sur les hommes. Et ça a des conséquences que vous connaissez peut-être tous, mais pendant très longtemps, et je le dis parce que c'est en plus important, pendant très longtemps, quand on parlait d'arrêt cardiaque ou de crise cardiaque, en fait, on connaissait tous les symptômes pour les hommes, c'est-à-dire mal au bras, douleur dans la poitrine, etc. Ça, c'est des symptômes qui ont été étudiés et qui sont vrais pour les hommes. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai pour les femmes. Les femmes, elles ont souvent mal au ventre, par exemple. Donc, il y a eu des campagnes depuis
de communication là-dessus en termes de santé publique, parce que du coup, elles étaient moins bien prises en charge, pas qu'en France, hein, dans le monde. Mais c'est assez flagrant que peut-être que s'il y avait un peu plus de femmes chercheurs autour de la table, qu'il y en a une ou deux qui auraient dit on n'a jamais testé sur les femmes, et by the way, moi, je ne suis pas sûre que je réagirais comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est celui de l'absorption et l'élimination des médicaments. En fait, les médicaments étaient aussi testés dans certaines études que sur des hommes. Or, le corps des hommes et des femmes est un peu différent. Pendant longtemps, on a estimé que les femmes, c'était des mini-hommes. Donc, en fait, on changeait un peu la dose en se disant, enfin, on baissait les doses en se disant que normalement, ça devrait aller mieux. Sauf qu'en fait, on n'a pas une constitution qui est identique, on a une masse musculaire et graisseuse qui est différente, on a des reins qui sont plus petits, qui fonctionnent différemment. Et en fait, l'élimination des médicaments n'a rien à voir. Et là encore, peut-être qu'il y avait un peu plus de femmes autour de la table, peut-être qu'on aurait pensé à le tester. Un autre exemple que je vous ai mis, c'est les conséquences. Hein, c'est le fait qu'aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont été obligés de rappeler des médicaments parce que pour inclure des femmes dans les essais cliniques, parce que ça paraît peut-être évident, mais ça ne l'était absolument pas. Et la dernière étude que je vous ai mise toujours, voilà, le fonctionnement de la douleur, pareil, là, on a beaucoup d'études sur les hommes. Les 2 antidouleurs, ils sont mis sur des hypothèses liées aux hommes et ça n'a rien à voir chez les femmes. Et donc, tout ça pour rappeler que l'absence de femmes, tous ces biens inconscients, ça a un impact aussi sur la recherche. Donc, même si on est pragmatique et qu'on se dit que peu importe si les femmes sont présentes ou pas, si on va du point de vue de la recherche, on se rend compte que c'est important. Je vous ai pris d'autres exemples, moins dans le milieu médical, mais maintenant plus dans le milieu, là c'est automobile, on va dire. En fait, il faut savoir que pendant très longtemps, quand on faisait les crash tests de voitures, hein, que tout le monde connaît, et d'ailleurs, si vous regardez, vous l'avez sûrement en tête, on n'a jamais fait de crash test sur des corps de femmes enceintes. Or, ça a résulté, il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis sur un nombre de décès assez important, d'essais fétaux assez importants, qui n'avaient juste pas été testés. Donc, en fait, la ceinture de sécurité n'était pas forcément adaptée. Donc là, pareil, c'est assez surprenant quand on voit le nombre de voitures qui circulent, le nombre de femmes qui conduisent, etc. Mais voilà, vous me direz si vous trouvez ça surprenant, peut-être que vous le saviez déjà, mais moi, à chaque fois que je vois ces études, ça me surprend toujours autant. Une autre chose, et là peut-être que ça c'est quelque chose plus du quotidien, mais il faut savoir que par exemple la température dans les bureaux, en fait elle est plus adaptée. Vous remarquerez, vous avez certainement des collègues ou vous connaissez des personnes dans des lieux publics, les femmes ont souvent plus froid, donc on dit qu'elles sont frileuses, fragiles, etc. La réalité c'est qu'en fait les études et les réglages ne sont pas faits pour les femmes. Ils ont été faits sur une base d'hommes, donc c'est normal que les femmes aient froid. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres conséquences aussi qui sont intéressantes. C'est sur l'intelligence artificielle aussi. Ça, c'est peut-être plus connu, mais vous le savez que voilà, souvent, les personnes qui ont travaillé, il y a eu de nombreuses entreprises comme chez Apple, chez Amazon, avec une majorité d'hommes ingénieurs qui travaillent, qui ont construit des intelligences artificielles qui répondaient. Enfin, il y a eu des moments où, bon, déjà, l'intelligence artificielle, c'était évidemment, toutes les assistantes personnelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une vague où c'était que des femmes, hein, c'était que des voix féminines parce que l'assistanat, le service aux autres, apparemment, ça renvoyait plus un signal, ça renvoyait plus à une voix féminine. Hein, voilà. Je dis bref parce que je me dis, mais il y a tellement de choses où effectivement, c'était des femmes dociles, on pouvait les insulter, on pouvait mal leur parler, elles flirtaient même parfois, enfin, on allait assez loin. Là, on est vraiment dans typiquement ce qu'on appelle le boys club, c'est-à-dire qu'ils ont codé de l'intelligence artificielle et ils sont amusés avec leur code, avec leur façon de fonctionner. Et là, pareil, il n'y a personne qui a mis fin à la partie là. Il n'y a pas de femmes pas assez de femmes qui étaient présentes pour pouvoir dire faut mettre fin à la partie. Je souligne ici parce que j'y pense en le disant. Je souligne ici qu'en fait, ce qui est important également quand on fait de l'inclusion et de la présence des femmes, parce que quand je dis qu'il n'y a pas de femmes, c'est pas 0%, c'est pas à 0% qu'on a des problèmes. C'est jusqu'à un certain palier. Parce qu'en fait, quand on a une femme et sur 10, par exemple, et que le reste, les 9 autres sont des hommes,
Il y a des études sociologiques aussi qui prouvent qu'en fait, les personnes qui sont en minorité reprennent les codes de la majorité. Donc là, dans tout ce que je vous ai présenté, ça ne veut pas dire qu'il y avait 0 femme autour de la table. Ça veut certainement dire qu'il n'y en avait pas assez pour pouvoir induire un changement systémique, un changement de méthodologie, faire passer une voix un peu différente. Voilà, parce que quand on est en minorité, on essaye déjà de se faire accepter, donc on essaye de reprendre les codes. Voilà, après, vous le connaissez, hein, je ne vais pas détailler, mais vous avez aussi toutes les bases de données qui ont été associées à des femmes, essentiellement quand tu es sur des tâches domestiques. Par exemple, si vous mettiez, je ne sais pas, ingénieur, bon, ça a changé depuis, mais ingénieur, on trouvait des hommes. Si vous mettiez ménage, vous allez voir une femme. Pareil, il y a eu également pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle et la sélection, la présélection de CV. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup d'articles, hein, vous trouverez ça facilement, mais il y a eu même à un moment un biais qui consistait à proposer aux femmes les postes les moins bien payés et aux hommes, l'intelligence artificielle proposait systématiquement les postes les mieux payés. Et tout ça, c'est parce qu'on les a entraînés. L'intelligence artificielle, ça se repose sur une base de données et sur des personnes qui codent. Et en fait, on reproduit les stéréotypes dans cette nouvelle ère. Et quand on voit la place que tout ça, que toute cette intelligence artificielle va prendre à l'avenir, on dit qu'il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose ou qu'on poursuive nos efforts dans ce domaine-là. En termes de reconnaissance aussi, la place des femmes, les femmes ne sont pas assez reconnues, puisque si on regarde le pourcentage de femmes quand il y a des prix qui sont donnés, il est assez faible, hein. Le prix Nobel, c'est 4%. Quand on regarde même les prix monodisciplines très spécifiques, on est toujours en dessous de 10%. Et je vous rappelle qu'à minima, on pourrait attendre un ratio de 30%, puisqu'il y a au moins 30% de femmes chercheurs dans le monde, donc on pourrait attendre au moins ça, si ce n'est la parité, ça j'espère qu'on l'atteindra. Mais ce qui est encore plus marrant, et c'est pour ça que je vous l'ai mis là, ce qui est très amusant, et c'est aussi un lien avec les biens conscients, c'est que dès qu'on s'intéresse en revanche à des prix qui sont décernés pour d'autres raisons que simplement la recherche, où on associe d'autres critères de solidarité, d'éducation, de soutien, d'intérêt général, etc., là, les femmes, elles redeviennent surreprésentées. Et là, ça fait réfléchir sur deux domaines. On a à la fois l'impact des stéréotypes et certainement la peu prise en compte de ce qu'apportent les femmes, c'est-à-dire qu'on a les stéréotypes on a le stéréotype du care, ce qu'on dit que les femmes s'occupent beaucoup des autres, prennent soin, etc. Et on voit que là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles ont souvent une vision plus globale et plus large que juste leur discipline. Elles s'investissent beaucoup dans les communautés, etc. Et ça, on voit à la fois, c'est un stéréotype très certainement qui fait que dans notre éducation, dans la façon dont on est formé, nous les femmes, on se sent investies de cette mission de travailler, d'avancer, de faire avancer les autres avec soi. Et à la fois, on voit qu'on pourrait se dire qu'avoir une compétence particulière technique et cette compétence-là, on va dire tout ce qui est soft skills ici, d'accompagnement, etc., devrait être survalorisé ou bien plus valorisé qu'une simple compétence très technique. Et on voit que ce n'est pas le cas. Donc, ça reste un monde complexe. Bon, et après tout ça, si on regarde vers l'avenir et qu'on se pose, j'ai envie de dire qu'il va falloir plus que jamais rester vigilant parce que là, vous voyez les chiffres, hein, 70% des employés, pardon, 60, je vais y arriver. Les femmes représentent 70% des emplois qui vont être automatisés très bientôt. Et donc, forcément, c'est un risque économique fort pour ces femmes. En même temps, on sait que la moitié des emplois actuels auront disparu d'ici 2050. Et c'est les femmes qui seront les premières impactées puisqu'elles perdront 5 emplois pour chaque emploi gagné. Et donc, on voit bien qu'en fait, si on ne fait rien, le déséquilibre, il va se poursuivre et le déséquilibre, il va même s'aggraver. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de femmes dans plein de secteurs, mais c'est vraiment important de faire en sorte qu'elles soient encore plus présentes. Ce qui est aussi intéressant de voir quand on s'intéresse un peu aux métiers du futur, etc., c'est que 72% des jeunes filles, alors ça c'est un peu en lien avec ce que je disais juste avant, souhaitent avoir un emploi qui aide le monde, vraiment avec un impact positif, vraiment, on est vraiment dans le care.
En revanche, on n'a que 37% de ces jeunes filles qui voient dans les carrières STEM un impact positif. On n'arrive pas, alors peut-être, je dis on parce que je pense qu'on doit faire plus de pédagogie pour montrer comment les sciences, comment les STEM vont changer le monde, parce que là aussi, il y a beaucoup de stéréotypes sur les STEM. D'ailleurs, je parlais du stéréotype du scientifique, mais les sciences techniques, engineering, mathématiques, la physique, on a l'impression vraiment que c'est un monde très obscur, qu'on travaille dans des labos, qu'il n'y a aucune application concrète de toutes ces activités. Et tant qu'on n'arrivera pas à montrer, à démontrer aux jeunes filles et aux jeunes en général quel impact tout ça a sur le monde, et même en cette période Covid, on voit bien que les sciences sont au centre de beaucoup de choses, que ce soit les stats, que ce soit la médecine, que ce soit tout ça a été hyper important. Et malgré tout, on n'arrive pas à le faire percevoir. Voilà. Donc, c'est hyper important. Et quand je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention parce que les chiffres, ils n'augmentent pas de façon lente, mais quand même régulière. On peut avoir des décrochages. Et quand on regarde là, les filles qui ont l'intention de devenir ingénieures ou informaticiennes dans les prochaines années, elles sont que 2%. Donc, je parle quand je m'intéresse qu'aux filles, il n'y en a que 2% qui veulent faire ingénieur ou informaticienne, contre 16% qui veulent faire médecine. Et là, j'en profite pour souligner que le problème, c'est donc pas le fait que les sciences, parce qu'on l'entend parfois, ou l'informatique, c'est très exigeant, que c'est très concurrentiel, etc. Le problème, il est qu'elles ne voient pas le sens dedans, parce que la médecine, c'est aussi très concurrentiel. On a l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il est très compliqué, etc. Et donc voilà, donc c'est pas des arguments et on voit bien que ça s'améliore pas à l'avenir. En tout cas, dans les estimations. Alors, quelles sont les opportunités? Les opportunités, il y en a beaucoup. Déjà, les sciences, c'est clairement un vecteur d'ascenseur social pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand on a 30% de femmes ingénieurs formées, par exemple, et je prends quelques exemples, mais évidemment, c'est vrai pour beaucoup de choses. Quand on a 10% de femmes en informatique ou 30% de femmes ingénieurs, et que les entreprises, parce qu'il y a une vraie pression sur les entreprises et il y a une vraie volonté de beaucoup d'entreprises d'être à parité, donc à 50%, on voit bien qu'il y a une opportunité pour les femmes. C'est-à-dire que s'il faut choisir une voie, choisissez les sciences parce qu'il y a clairement beaucoup d'opportunités d'emploi. Après, c'est aussi une opportunité pour les performances de la science, c'est-à-dire, vous l'avez vu, on ferait de meilleurs médicaments, de meilleurs crash tests, de meilleure intelligence artificielle, ça c'est hyper important. Et après, la dernière chose, c'est, au-delà du fait que chaque entreprise va plus recruter, ça va être une vraie opportunité en termes de besoins. Les besoins augmentent de manière considérable dans ces domaines. Et donc là, c'est une opportunité pour les femmes également. Je parle des femmes parce que j'ai un vrai biais Fondation L'Oréal, mais c'est une opportunité pour tous. Hop, j'ai avancé un peu trop vite. Voilà. Décidément, ça ne veut pas. C'est bon. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur ce que je vous décrivais juste avant, mais donc c'est une vraie opportunité. On estime que si on comblait l'écart, qu'on arrivait à 50-50 hommes-femmes dans l'enseignement des STEM, ça augmenterait une augmentation du PIB, donc de la richesse des habitants dans l'Union européenne, qui passerait de 2,2 à 3%. Donc là, c'est quand même du win-win pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde vraiment y gagne. Les équipes plus diversifiées, il y a des études qui démontrent qu'effectivement, on est meilleur en innovation, on innove mieux quand on est un peu différents les uns des autres. Et après, il y a pas mal de sources, mais effectivement, les dernières études ces dernières années, quand on évalue les entreprises, celles qui sont dirigées par les femmes, ont des résultats qui sont 3 fois supérieurs. Donc voilà, il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être menées. C'est pas une science exacte, évidemment. C'est pas chaque entreprise menée par une femme fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais en tout cas, il y a quand même une tendance positive. Il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que la féminisation des métiers, notamment en sciences, serait positive et profitable pour tout le monde. Voilà. Et ça, je le disais tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sciences, c'est une vraie opportunité d'emploi pour tout le monde, parce que 65% des enfants qui entrent à l'école aujourd'hui, donc à l'école primaire, auront des emplois qui n'existent pas encore. Donc c'est pour ça que des fois, il faut remettre en cause aussi quand on imagine une voie royale, un métier. Il faut aussi aller beaucoup sur ce qu'on aime, il faut bien se former, il faut avancer et il faut arrêter le mythe de on va faire
Moi, je parle beaucoup avec des lycéennes, avec notre programme For Girls in Science, mais elles ont l'impression qu'elles jouent leur vie au lycée en choisissant les matières, etc. et qu'elles sont parties dans une carrière très linéaire. La réalité, c'est que certaines feront peut-être des jobs qui n'existent pas au moment où elles sont formées. Donc, il faut le savoir et il faut diffuser le message. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir sur la capacité à changer de métier, de vie, etc. Et je pense que c'est un plus pour les sciences et pour notre société globale. Il y a un autre chiffre, c'est que 75% des métiers exigeront des compétences en STEM. Je dis beaucoup STEM, mais c'est en gros technologie, informatique, physique, mathématiques. C'est un mot un peu générique pour désigner toutes ces matières-là où les femmes sont le plus sous-représentées. Il n'y a pas une définition unique, mais moi, quand je l'emploie comme ça. J'exclus un peu tout ce qui est matière SVT et médecine, sciences de la vie et de la terre, la biologie, parce que c'est des matières où, en étant scientifique, qui sont très féminisées. Il y a d'autres problématiques qui se posent puisque les femmes, il y a le plafond de verre que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais voilà, je me suis beaucoup focalisée sur ces matières ou ces filières-là scientifiques où les femmes sont peu représentées. Voilà. Et enfin, le dernier chiffre que je voulais vous donner, c'est que l'IA est en pleine expansion, comme vous le savez, et que les compétences qui sont nécessaires, elles augmentent de manière exponentielle. Et donc, je vous encourage tous à vous former ou à encourager les autres à se former, notamment les femmes. Voilà. Donc, j'ai fait juste une slide sur nos actions, pas du tout pour pas du tout pour présenter la fondation, mais juste pour dire qu'une fois qu'on a présenté tout ça, comment on agit. Et ça, c'est quand même des principes qui fonctionnent quand même dans tout. Il faut continuer à avoir des rôles modèles. C'est important que les jeunes filles, que les jeunes femmes, que les femmes se projettent. Et pour se projeter, il faut voir des gens qui nous ressemblent faire à peu près la même chose. C'est hyper important. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec un de nos prix internationaux. Il faut participer à créer, à montrer pourquoi c'est un sujet important. Et ça, c'est un vrai travail qu'il faut qu'on fasse collectivement. Il faut pour le coup, on peut tous être unis. C'est important que les femmes, elles s'engagent dans les sciences, elles fassent des sciences parce que c'est important pour les sciences. J'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui. C'est important pour les femmes, c'est important pour la société de manière générale. Il faut qu'on participe tous à créer ces réseaux féminins, à aider les femmes. Moi, je crois beaucoup, et on croit beaucoup à la Fondation, à la nécessité que les femmes elles puissent se retrouver entre elles. Parce que comme je vous l'ai dit, des fois, dans des entreprises, elles sont très peu nombreuses, mais en créant un réseau de femmes, je ne sais pas, dans l'informatique, qui sont dans plusieurs entreprises, elles peuvent discuter, elles peuvent échanger, se donner des conseils, des opportunités de poste. On dit souvent, et vous le savez peut-être, que les femmes, elles négocient moins bien leur salaire, ou elles demandent moins que les hommes. La réalité, c'est tout simplement que parfois, elles ne connaissent pas les salaires et que et pour le savoir, les réseaux aident beaucoup. Les hommes, ils fonctionnent beaucoup en réseau. Et de toute façon, c'est un grand réseau d'hommes, les sciences. Mais donc, les femmes, c'est important qu'elles puissent discuter avec des pairs, etc. Et je pense que ça peut lever pas mal de barrières. Il y a un travail à faire, évidemment, dans les institutions scientifiques, dans les universités, dans les centres de recherche, etc., sur les barrières qui existent en interne, parce que ça existe. Il faut aider à les lever, il faut aider à les identifier, à les faire avancer. Et enfin, travailler sur les jeunes filles. J'ai beaucoup parlé des jeunes filles, mais c'est vrai que c'est assez... ça interroge beaucoup quand on voit que jusqu'en terminale, on a la parité quasiment et qu'après, on passe à 30%. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire pour les aider à créer des vocations, à donner plus de sens aux sciences, à combattre cette auto-censure et à lever tous les freins un peu artificiels qu'on met autour. Attention, c'est trop dur, attention, ceci. Et plus faire changer le système pour que lui soit accueillant au talent et à la richesse et au travail des autres. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je pense qu'on est. Je vois qu'il y a une personne qui est en train d'écrire. On n'est pas trop nombreux, donc je pense que ça nous autorise à pouvoir écrire, à poser des questions si vous le souhaitez.
Moi, j'ai pas de questions apparemment. Je suis ravie, merci, parce que ça a l'air d'avoir été clair. Alors, il y a une question sur le process de recrutement. Ce qui est important, alors, process de recrutement, que ce soit dans le travail ou même quand on fait des actions, des formations, etc. Ce qui est hyper important, c'est de travailler dès le sourcing, c'est-à-dire l'identification des candidatures. Pour ça, il faut aller les chercher, en fait. Il faut aller chercher les femmes. Il faut parfois revoir le vocabulaire, pas avoir un vocabulaire trop boys club. Il faut se dire, je ne sais pas si on a 30% de femmes ingénieurs formées ou si on veut 50% de femmes, se donner les moyens d'avoir dans le sourcing au moins 50% de femmes ou 30%. Voilà, c'est des paliers un peu. J'ai envie de dire, c'est hyper important, mais c'est nécessaire. Et après, il y a aussi tout ce qu'on peut mettre en place après qui peut attirer plus de femmes sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, sur on ne fait pas de réunions après 18h30 parce qu'on survit très bien dans une entreprise sans faire des réunions après 18h30 et que malheureusement aujourd'hui, les femmes, elles ont encore la charge du foyer. Donc, c'est important de prendre ça en compte et de l'annoncer, je pense, dès le sourcing parce qu'on a aussi une génération de jeunes femmes qui sont plus exigeantes. Donc, je dirais, le sourcing, se donner les moyens d'avoir des candidatures féminines dès le début et après analyser son process à chaque étape pour voir que si on avait 30% de femmes qui ont candidaté, il faut les retrouver normalement à chaque étape. Sinon, c'est qu'on a aussi des biais quelque part. Voilà. Comment transformer les biais? Très sincèrement, je pense que les biais, n'hésitez pas, Sarah, à me dire si j'ai répondu complètement à votre question, si vous avez d'autres questions. Donc, il y a une autre question sur les biais. Comment on transforme les biais? Très sincèrement, c'est un peu utopique de penser qu'on va enlever les biais. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans la présentation, que je n'ai pas voulu focaliser que sur les biais, c'est que pendant des années, on a beaucoup travaillé sur les biais et dans les domaines de sciences. Et en fait, il y a un point d'alerte, c'est il faut faire attention à ce qu'en décrivant les biais, on n'explique pas aux jeunes femmes à quel point elles réfléchissent mal. Et ça ne vient pas de moi, mais d'Isabelle Collet, qui est une chercheuse spécialiste de l'orientation, ancienne informaticienne, ou informaticienne de formation, qui dit qu'il faut arrêter d'expliquer aux filles, tu as des stéréotypes, machin, et donc ça veut dire que tu réfléchis mal parce qu'on leur donne juste envie de faire le contraire. Donc je pense qu'il faut avoir conscience qu'on a des biais, et après, revenir de manière très factuelle et rationnelle sur qu'est-ce qu'on cherche quand on recrute, comment on fait un choix d'orientation, comment on développe le goût pour les sciences, comment on les aide à avoir de meilleures notes, etc. Donc, gommer les biais, ça n'existera pas. Évidemment, il faut en avoir conscience et essayer de vérifier que ça n'a pas d'impact. Mais il faut travailler à tous les niveaux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions déjà? Oui, alors l'anonymisation, ça fonctionne. Ça fonctionne, on l'a utilisé pour plein de sujets en France, notamment sur la diversité sociale, ethnique et culturelle. Ça fonctionne. Après, ce qui ressort aussi des études, c'est que de toutes les façons, à un moment, il y a la barrière de l'entretien où on voit la personne. Donc là, on sait à nouveau que c'est une femme ou un homme. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la solution magique. Ça peut être testé. Moi, je trouve qu'il faut tester toutes les solutions. Je pense que c'est une bonne idée. Après, sur les femmes, globalement, et ça dépend à quel niveau, mais on ne rejette pas juste parce que c'est une femme. Déjà, dans le pool de candidatures, souvent, on n'a pas beaucoup de femmes. Mais c'est un peu ce que vous disiez juste au-dessus. Voilà. Donc, il faut montrer et démontrer qu'on a des environnements inclusifs qui font la place aux femmes, qui valorisent les femmes. Et voilà. Vous avez d'autres questions? Merci en tout cas pour vos questions. Frédéric, je vous laisse.